Vous vous intéressez à l'économie? Avez-vous déjà entendu parler des grands économistes classiques? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de quelques grands économistes comme Adam Smith par exemple, mais savez-vous comment leurs idées ont contribué à façonner notre compréhension actuelle de l'économie? Dans cette présentation, je vous emmène à la découverte des grands économistes classiques de Adam Smith à Marx en passant par Ricardo, Malthus, Say et Mill. Vous allez voir comment leurs idées ont évolué au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes prêts à apprendre tout ça avec moi? Alors c'est parti! Je m'appelle El Kader, professeur de sciences économiques et de gestion. Je partage au travers ma chaîne les différentes notions économiques en essayant de les simplifier au maximum pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Si vous appréciez la démarche, merci de liker, de partager et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Adam Smith est un philosophe et économiste écossais né à Kirkcaldy, une ville écossaise. La date de naissance d'Adam Smith n'est pas connue avec précision, mais on suppose qu'elle corresponde à la date de son baptême qui est le 5 juin 1723. Son père est un contrôleur des douanes, meurt la même année de naissance d'Adam Smith. Et donc Adam Smith sera élevé par sa mère avec laquelle il restera très proche. À l'âge de 14 ans, il est envoyé à l'université de Glasgow où il va étudier la philosophie morale et politique, un cours donné par le philosophe irlandais Francis Hutcheson. 3 ans plus tard, en 1740, il obtient une bourse pour aller étudier la théologie à l'université d'Oxford, où il va prendre goût à l'étude de la philosophie, surtout après avoir lu le traité de la nature humaine du philosophe écossais David Hume. Ce n'était pas à l'époque un livre très connu, ou bien il était très négligé et moins recommandé. Adam Smith retourne à Kirkcaldy à la fin de 1747 et il y reste 2 années pendant lesquelles il continue de lire et d'étudier. Il commençait à donner des cours avec succès à Édimbourg en rhétorique et en droit, et ça en 1750 et 1751. Et par la suite, il devient de plus en plus connu et l'université de Glasgow lui propose un poste de professeur de logique et de rhétorique avant d'être nommé comme professeur de philosophie morale en 1752. Et 7 ans plus tard, il publie son premier livre, La théorie des sentiments moraux, en 1759. Dans ce livre, Adam Smith développe une explication des comportements humains basée sur ce qu'on appelle la sympathie, c'est-à-dire la capacité que chacun peut partager les sentiments d'autrui. En d'autres termes, il y a un échange qui se passe entre les individus qui fait en sorte qu'on se met à la place de l'autre pour comprendre sa situation sentimentale. Et dans ce livre, il développe un concept qui explique la formation de nos jugements sur nous-mêmes. Ce concept est celui d'un spectateur idéal et impartial. Pour Adam Smith, chaque individu est accompagné par son spectateur idéal et impartial. Et ce spectateur idéal et impartial guide notre comportement moral. Il s'agit tout simplement du sentiment qui nous accompagne pour approuver ou désapprouver notre conduite morale. Et ce spectateur idéal se forme du regard que nous avons, de la perception d'autrui, de nous-mêmes. Ce premier livre d'Adam Smith a connu un succès important à son époque, mais ce que l'histoire gardera plus de lui, c'est le deuxième livre, à savoir La recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. C'est un livre publié en 1776. Ce livre est abrévié dans la plupart des références par simplement La richesse des nations. Adam Smith, dans son livre La richesse des nations, il va développer plusieurs concepts. La plus connue est sa métaphore de la main invisible. Selon cette métaphore, les individus, en poursuivant leur intérêt personnel, il y a une petite faute ici, participe avec un seul P, participent à la réalisation de l'intérêt général.
Cette notion de main invisible d'Adam Smith a donné lieu à plusieurs interprétations différentes, car on peut voir en cela une mise en valeur de l'égoïsme qui consiste à favoriser en fait la recherche de son intérêt personnel sans prêter aucune attention à l'intérêt général de la société. Mais cela représente une mauvaise compréhension de la main invisible telle que Adam Smith la présente dans ses œuvres. Tout d'abord, dans cet ouvrage, Adam Smith essaye de capter en fait ce qui est et non pas ce qui devrait être dans la société. Et la différence entre ces deux postures est simple. Dans le premier cas, on est dans une logique scientifique des choses, c'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer un phénomène en étant indépendant et neutre de l'aspect moral de la chose. Et dans le deuxième cas, on est plus dans la morale, c'est-à-dire de dire ce qu'il faut faire et ne pas faire dans la société. Je vais vous présenter les passages où Adam Smith parle de la main invisible. Je vais commencer d'abord par le premier livre de Adam Smith, qui est la théorie des sentiments moraux. C'est important dans ce cadre de vous rappeler le concept de spectateur impartial que Adam Smith développe dans ce livre et qui est censé fournir une explication de la conduite morale des hommes en société. On va voir alors de quelle manière Adam Smith présente la main invisible dans ce passage. Le produit du sol fait vivre presque tous les hommes qu'il est susceptible de faire vivre. Les riches choisissent seulement dans cette quantité produite ce qui est plus précieux et le plus agréable. Ils ne consomment guère plus que les pauvres et en dépit de leur égoïsme et de leur capacité naturelle, quoiqu'ils n'aspirent qu'à leur propre commodité. Quoique l'unique fin qu'ils se proposent d'obtenir du labeur des milliers de bras qu'ils emploient soit la seule satisfaction de leur vain et insatiable désir, ils partagent tout de même avec les pauvres les produits des améliorations qu'ils réalisent. Ils sont conduits par une main invisible à accomplir presque la même distribution des nécessités de la vie que celle qui aurait eu lieu si la terre avait été divisée en portions égales entre tous ses habitants. Et ainsi, sans le vouloir, ils servent les intérêts de la société et donnent des moyens à la multiplication de l'espèce. Avez-vous compris quelque chose? Ça a l'air très puissant comme argumentation. La première remarque à faire dans ce passage, c'est que ici, il parle du produit de la terre comme source de la richesse dans la société. Cette idée que la terre est la seule source de richesse vient des physiocrates qui précèdent Adam Smith et qui voient dans la terre la seule source de la richesse. Et donc, on voit déjà l'influence de l'époque précédente sur la réflexion d'Adam Smith. Mais cette idée chez Adam Smith va se développer par la suite dans le deuxième livre et arriver à la conclusion que le seul facteur de richesse, c'est le travail. En fait, ici, Adam Smith souligne que les riches ne consomment pas plus que les pauvres, mais simplement ce qu'ils choisissent de consommer est plus précieux et agréable. Et là, il souligne que le fait de faire travailler les autres, c'est simplement pour l'unique fin égoïste de satisfaire leurs insatiables désirs. Et malgré leur but, c'est simplement la satisfaction de leurs désirs, ils partagent quand même indirectement avec les pauvres les différentes améliorations qu'ils réalisent. Et c'est de là que ça vient cette notion de la main invisible. C'est-à-dire qu'ils sont conduits, là on parle des riches, par une main invisible, une volonté qui les dépasse, à accomplir presque la même distribution des nécessités de la vie que celle qui aurait pu être obtenue si la terre avait été divisée en portions égales entre tous ses habitants. Ainsi, sans le vouloir, et ce sans le vouloir est très important pour comprendre la notion, ils servent les intérêts de la société et donc donnent les moyens de la multiplication de l'espèce. On va voir un autre passage dans le deuxième livre. On va lire ce passage et on va essayer de comprendre cette notion de la main invisible chez Adam Smith. Mais le revenu annuel de toute société est toujours précisément égal à la valeur échangeable de tout le produit annuel de son industrie. Ou plutôt, c'est précisément la même chose que cette valeur échangeable. Par conséquent,
puisque chaque individu tâche le plus qu'il peut, premièrement, d'employer son capital à faire valoir l'industrie nationale et deuxièmement, de diriger cette industrie de manière à lui faire produire la plus grande valeur possible. Chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. À la vérité, son intention en général n'est pas en cela de servir l'intérêt public. Et il ne sait même pas jusqu'à quel point il peut être utile à la société. En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère, il ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté. Et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible. Il ne pense qu'à son propre gain. En cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Je n'ai jamais vu que ceux qui aspiraient dans leur entreprise de commerce à travailler pour le bien général aient fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n'est pas très commune parmi les marchands et qu'il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir. Et si Adam Smith souligne le fait qu'une industrie nationale cherche nécessairement à maximiser ses revenus annuels, mais en faisant cela, son intention n'est pas de servir l'intérêt général, mais en même temps, tout en poursuivant cet objectif naturellement égoïste, on produit de l'utilité et du bien pour toute la société. Et là, il parle de la concurrence qui vient de l'étranger par rapport à une industrie nationale. Cette industrie nationale, en cherchant le succès, en faisant mieux que l'industrie qui vient de l'étranger, elle ne cherche au final qu'une plus grande sûreté. Et toujours, même dans ce cadre, on cherche son propre gain. Et là, Adam Smith, il ajoute en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit, il parle du commerçant, par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Et pour Adam Smith, cela peut profiter toute la société, et même d'une manière bien plus efficace que dans le cas où il avait l'intention de servir d'abord l'intérêt de la société. Et donc, en résumé, on peut dire que l'idée que des actions motivées par notre seul intérêt personnel peuvent contribuer à la richesse et au bien-être de toute la société. Et ça, c'est bien la notion qu'on peut garder de la main invisible. Et c'est bien cette idée qu'il y a quelque chose d'extérieur à la volonté des agents économiques qui va conduire en fait la plupart des économistes par la suite à réfléchir et penser aux différents mécanismes autorégulateurs du marché. Et c'est de là que ça vient en fait la loi de l'offre et de la demande, qui stipule que les prix sur le marché tendent à s'orienter vers des prix d'équilibre à la suite de la confrontation de l'offre et de la demande. Une deuxième notion importante chez Adam Smith, c'est celle de la division du travail. Il s'agit tout simplement du fait que si on donnait à chaque individu une tâche bien précise dans la société, alors la production totale de la société sera améliorée. En d'autres termes, au lieu de donner à ces individus dans la société, par exemple, la même tâche à faire pour produire ce qu'il y a à produire, va avoir moins d'impact au niveau productivité de la société que si on leur donnait à chacun sa spécialité dans la société. Tout d'abord parce que plus on se spécialise dans une tâche bien précise, plus on la maîtrise davantage. Et donc on devient en quelque sorte plus rapide et plus efficace dans l'exécution de la tâche en question. Et cela dans nos sociétés actuelles semble être clair et très évident. Mais cela n'était pas aussi clair auparavant.
Et pour Adam Smith, ce qui explique la division du travail, c'est bien l'échange entre les individus. Et l'échange entre les individus, c'est quelque chose de naturel qui a toujours existé. Et dans ce cadre, j'aimerais bien vous lire un passage intéressant dans le livre La richesse des nations. Cette division du travail, de laquelle découle tant d'avantages, ne doit pas être regardée dans son origine comme l'effet d'une sagesse humaine qui est prévue et qui a eu pour but cette opulence générale qui en est le résultat. Elle est la conséquence nécessaire, quoique latente et graduelle, d'un certain penchant naturel à tous les hommes qui ne se proposent pas des vues d'utilité aussi étendues. C'est le penchant qui les porte à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d'une chose pour une autre. Mais l'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c'est en vain qu'il attendait de leur seule bienveillance. Dans ce passage, on voit clairement que Adam Smith explique la division du travail non pas par une sagesse humaine, c'est-à-dire quelque chose de prévu et installé par les hommes, mais plutôt c'est quelque chose qui provient de la nature des êtres humains, qui les pousse à trafiquer, faire du troc et échanger. Et je peux ajouter ce passage que je trouve intéressant, qui représente la suite. Il sera bien plus sûr de réussir s'ils s'adressent à leur intérêt personnel et s'ils leur persuadent que leur propre avantage leur commande de faire ce qu'ils souhaitent d'eux. Et puis il ajoute ce passage qui est très populaire chez Adam Smith. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'il apporte à leur intérêt. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. Voilà, c'était un passage dans La richesse des nations de Adam Smith. On est toujours chez Adam Smith de cette présentation des phénomènes économiques qui se régulent au-delà de la volonté individuelle des êtres humains. C'est en fait de là que ça vient l'ambition de donner à l'économie le caractère de science, exactement comme ce qui se produit en sciences physiques par exemple, où on peut trouver des lois naturelles qui expliquent les différents mouvements dans la nature. Et c'est pour ça justement que on considère que Adam Smith est le père des sciences économiques. Je vais vous parler maintenant de la notion de valeur travail et travail commandé chez Adam Smith. En fait, en économie, la notion de la valeur peut être liée à deux choses différentes. Soit à l'utilité que procure un bien, c'est-à-dire son utilisation ou bien sa consommation en général, et on peut avoir un autre aspect par rapport à la valeur des biens, c'est leur faculté de permettre d'acheter d'autres biens. Et cette valeur, c'est bien ce qu'on indique par la valeur d'échange. Et dans ce sens, Adam Smith explique dans son livre qu'on peut appeler l'une valeur en usage et l'autre valeur en échange. La valeur en usage, ça vient de l'utilité que procure un bien. Et la valeur en échange, c'est sa faculté d'être échangé contre un autre bien. Et avec l'utilisation de la monnaie comme moyen d'échange, cette valeur en échange n'est rien d'autre que le prix sur le marché. Car on peut échanger ou bien comparer les différents biens sur le marché en fonction de leur prix. Mais ce que Adam Smith a remarqué, c'est que l'utilité d'un bien ne peut pas expliquer le prix sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation claire et évidente entre l'utilité qu'on va procurer d'un bien et son prix sur le marché. Et dans ce cadre, Adam Smith remarque qu'il y a quelques biens, comme l'eau par exemple, qui possèdent une valeur d'utilité très grande, alors que leur valeur d'échange ou bien leur prix sur le marché est très bas. Ou bien à l'inverse, on peut avoir d'autres biens, comme les diamants par exemple, qui ont une faible valeur d'usage, mais par contre une valeur d'échange très élevée. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que l'utilité d'un bien ne peut pas expliquer sa valeur d'échange sur le marché, ce qui serait autrement une situation parfaite. Car plus un bien est utile, plus sa valeur d'échange devrait être grande.
c'est-à-dire son prix auquel on l'échange sur le marché est élevé. Et à l'inverse, un bien qui n'est pas très utile devrait avoir un prix très bas. Mais malheureusement, cela n'est pas toujours vrai. Et même dans le cas où on a une relation directe entre l'utilité et le prix d'un bien sur le marché, on aurait un autre problème, c'est que l'utilité en fait, c'est subjective. C'est-à-dire que l'utilisation d'un bien ne peut pas être comparée à l'utilisation d'un autre bien, ce qui poserait bien évidemment un vrai problème d'évaluation des différents biens sur le marché, car les différentes utilités des différents biens ne sont pas comparables entre elles. C'est pour cela que Adam Smith cherche à expliquer la valeur des biens par un autre moyen, et donc Adam Smith arrive à la conclusion suivante: le prix réel de chaque chose, ce que chaque chose coûte réellement à celui qui veut se la procurer, c'est le travail et la peine qu'il doit s'imposer pour l'obtenir. C'est un passage pris de La richesse des nations d'Adam Smith. Pour schématiser et simplifier un petit peu ce passage, vous avez deux personnes par exemple. Le premier individu se spécialise par exemple dans la production des croissants et le deuxième individu se spécialise dans la production des frites par exemple. On va dire par exemple qu'en une heure, le premier individu produit 4 croissants et le deuxième individu produit en une heure 2 paquets de frites. Eh bien, pour Adam Smith, la valeur réelle de ces 4 croissants est égale à la valeur réelle de ces 2 paquets de frites. Et donc cet individu se spécialise dans la production des croissants. Pour acheter un paquet de frites, normalement, ça doit faire l'équivalent de 2 croissants de travail pour lui. Et donc, d'une manière abstraite, Adam Smith explique la valeur des choses, ou bien des différents biens et services sur le marché, par cette notion de valeur-travail. On peut donc effectuer cet échange entre ces deux individus, mais en passant bien sûr par la monnaie. C'est-à-dire que ce monsieur va vendre ces 2 croissants, et avec l'argent qu'il va avoir, il va acheter ce paquet de frites. Et la même opération va être effectuée par la deuxième personne. Donc, en résumé, pour Adam Smith, le prix réel des marchandises, c'est la valeur travail, c'est-à-dire la quantité de travail nécessaire pour produire un bien. Mais cette vision des choses va tout de suite se heurter à des problèmes. La première difficulté par rapport à cette notion, c'est la mesure du travail. C'est bien de mesurer tous les biens par le travail, mais ce travail même a besoin d'être mesuré également. Pour Adam Smith, essaye de faire du travail une référence absolue à laquelle on peut ramener la production de tous les biens sur le marché. Donc, ce qui permettra de justifier la valeur de toute chose. Mais cela pose problème parce que les travaux des uns et des autres ne sont pas homogènes, ou bien ils sont hétérogènes. Cela signifie que si vous prenez 2 individus, vous leur donnez d'exécuter une tâche, par exemple fabriquer ce croissant, eh bien d'un côté on va remarquer que le temps de travail n'est pas le même d'un individu à l'autre pour exécuter une même tâche. Et puis, on peut remarquer une différence de qualité de ce que va produire chaque travailleur. Donc ça, c'est la première difficulté. Et le deuxième problème, c'est que le travail n'est pas le seul facteur de production. Si je prends la production de ce même croissant, on peut citer généralement 3 facteurs de production. Vous avez le travail représenté par le salarié. Vous avez tout le matériel installé pour fabriquer ce croissant, qu'on appellera capital, et on a également la terre ou bien la location de l'endroit où on fabrique ce croissant. Ce travailleur représente le facteur travail. Pour les économistes classiques, il y a 3 facteurs de production: le travail, le capital et la terre. Mais actuellement, on néglige la terre, on considère qu'il y a principalement 2 facteurs de production, le travail et le capital. Mais revenons à ce cas précis, la vente de ce croissant, ou bien la valeur ou le prix qui va être récolté à la suite de sa vente sur le marché,
doit être partagé entre ces trois facteurs de production. Le travailleur va prendre le salaire, le propriétaire des outils de travail va prendre un bénéfice et le propriétaire de la terre ou bien du local va prendre une rente, c'est le loyer. Et toute la difficulté pour Adam Smith, c'est comment intégrer ces deux facteurs de production dans la notion du travail pour justement ramener la valeur de tout bien au seul facteur travail. Et cette question reste posée même pour les auteurs qui vont venir par la suite, surtout David Ricardo et Karl Marx. C'est de là que va naître petit à petit le courant marxiste qui va nier la contribution du capital à la valeur des biens et rentrer dans une idéologie de lutte de classe pour ramener ce bénéfice et l'intégrer dans le salaire car seul le travail produit de la valeur. Bien sûr, selon cette idéologie qu'on va voir plus tard. Je vais revenir un petit peu à cette notion de travail commandé chez Adam Smith. Cette notion de travail commandé renvoie à l'idée que chaque marchandise, si je prends l'exemple de ce croissant, véhicule en lui une certaine quantité de travail qui a été nécessaire à sa production. Et pareil pour tous les autres biens sur le marché. Par exemple, ce croissant, on peut dire un quart d'heure, ce paquet de frites, c'est une demi-heure, et ainsi de suite. Et donc, en chaque produit, on a cette capacité de commander un autre produit équivalent en termes de travail. Par exemple, ces deux croissants peuvent commander ce paquet de frites. Je vais préciser quelque chose d'important par rapport à la théorie des prix chez Adam Smith. Tout d'abord, dans ce cadre, il faut bien préciser que la valeur et les prix ne représentent pas la même signification. La notion de la valeur, c'est ce qu'on pourrait appeler également le prix réel des choses. Alors que quand on parle de prix d'une manière générale, on parle tout simplement des prix pratiqués sur le marché. Il y a un prix pratiqué sur le marché, on l'appelle prix nominal. Et sur un marché, on pourrait très bien avoir des prix réels qui correspondent à des prix nominaux. Mais on pourrait très bien également payer quelque chose plus cher sur le marché que son prix réel. Et pour Adam Smith, ce qui identifie ce prix réel, on va dire dans l'état primitif d'une société, eh bien cela se détermine pour un produit donné par la quantité de travail dépensé pour fabriquer le produit en question. Si je prends l'exemple de ce pain, celui qui va fabriquer ce pain va exiger sur le marché un prix qui correspond globalement au travail dépensé pour la fabrication de ce pain. Mais dans le cas d'une société moderne, cette explication ne tient pas la route. C'est pour ça que Adam Smith a changé en fait sa vision initiale de la valeur pour essayer d'intégrer également les autres facteurs de production à part le travail. Car dans une société moderne, pour produire ce pain, on va identifier globalement trois facteurs de production. Vous avez le travail, vous avez aussi le capital et on peut ajouter également la terre. Et donc la théorie de la valeur chez Adam Smith se heurte à ce problème d'avoir d'autres facteurs de production à part le travail pour produire ce pain. C'est pour ça que Adam Smith va s'orienter à une autre explication de la valeur. La valeur d'échange des marchandises n'est plus déterminée par le travail dépensé, mais plutôt par la quantité de travail que ces marchandises permettent d'acheter sur le marché. C'est ce que Adam Smith appelle également travail commandé. En d'autres termes, chaque produit sur le marché pour Adam Smith possède en lui une capacité d'acheter d'autres produits. Et chaque produit sur le marché véhicule en lui implicitement une quantité de travail. Et donc Adam Smith s'oriente plutôt vers cette notion de prix naturel, qui n'est rien d'autre que ce qu'il faut payer suivant leur taux naturel. Je reviendrai à cette notion de taux naturel et le fermage de la terre et les salaires du travail et les profits du capital employé à produire cette denrée, la préparer et la conduire au marché. En fait, ce prix naturel chez Adam Smith, c'est bien ce qu'on appelle actuellement le prix de revient, c'est-à-dire le coût total de la fabrication des marchandises. Alors, je reviens à cette notion de taux naturel chez Adam Smith. En fait, ce taux naturel entre le fermage de la terre ou bien la rente, les salaires et les profits est déterminé par la loi de l'offre et de la demande.
Sur le marché du travail, par exemple, s'il y a plus de demandes de travail que d'offres de travail, les salaires auront tendance à baisser. Et donc, leur taux naturel par rapport aux autres facteur de production sera moins important. Bien sûr, à l'inverse, si l'offre de travail est plus grande par rapport à la demande du travail, en d'autres termes, les travailleurs sont de plus en plus rares, alors les salaires auront tendance à augmenter. Et donc, la composition du salaire dans ce prix naturel sera plus grand. C'est-à-dire le taux des salaires sera grand par rapport à la rente et au profit. Et cette logique peut s'appliquer également par rapport à la terre et par rapport au profit. Ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur des marchandises, si je prends pour illustration ce bien, ne se détermine pas uniquement par le travail dépensé pour sa fabrication, car il y a d'autres facteurs de production qu'on devrait intégrer dans la valeur de cette production. Et cela représente dans les travaux d'Adam Smith un véritable problème à résoudre. Et donc Adam Smith, avec la réflexion, lâche petit à petit cette référence au travail dépensé pour adopter une autre manière d'évaluer les biens sur le marché qui consiste à dire que chaque produit peut commander une certaine quantité de travail sur le marché et donc acheter d'autres produits sur le marché identifiés par une certaine quantité de travail permettant leur fabrication. C'est ce qu'on appelle travail commandé. J'ajoute une dernière réflexion d'Adam Smith par rapport au commerce extérieur. Dans ce cadre, il dit: si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en état de l'établir nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec quelques parties du produit de notre propre industrie, employée dans le genre dans lequel nous avons quelques avantages. Alors, pour faire simple, Adam Smith parle ici des avantages absolus. Avec des mots simples, la notion des avantages absolus chez Adam Smith repose sur l'idée que si vous avez par exemple deux pays, on va dire A et B, et que par exemple ces deux pays produisent du pain et du fromage, par exemple pour le pays A, on va dire que la production de ce pain coûte 1 euro, et pour produire ce fromage, ça coûte 1,50 €. Et pour le pays B, on va dire que pour produire du pain, il faut dépenser 2 euros. Et le fromage ne coûte qu'1 euro à le produire. Dans ce cas, on voit clairement que le pays B est meilleur dans la production du fromage. Ça lui coûte moins cher à produire du fromage par rapport à A. Et à l'inverse, A produit avec un coût moins important le pain que le pays B. Dans ce cas, selon les avantages absolus d'Adam Smith, vaut mieux que le pays B ne se spécialise que dans la production du fromage, et l'effort qu'il fait pour produire du pain va le faire pour produire plus de fromage. Et à l'inverse, le pays A va se spécialiser dans la production du pain. Le pays A va exporter du pain vers le pays B. Et à l'inverse, le pays B va exporter du fromage au pays A. Et pour Adam Smith, le fait de faire cet échange, eh bien, tout le monde va en sortir gagnant. En fait, dans ce cadre, Adam Smith ne représente que sa notion de division du travail, mais à l'échelle internationale. Si la division du travail permet pour Adam Smith, pour une entreprise, d'augmenter sa productivité, eh bien cette même logique peut s'appliquer au niveau international. Si chaque pays se spécialise là où il est très fort, eh bien la productivité au niveau international va se retrouver meilleure. Et l'échange international va permettre d'échanger l'excédent de production au niveau local vers l'extérieur. Je vous présente un économiste très pessimiste et qui a apporté des nouvelles idées à son époque grâce auxquelles il est devenu célèbre. Et ces idées qu'il a apportées à l'époque restent toujours ce qu'on retient de lui jusqu'à nos jours. Cet économiste est... Ah oui, pour ne pas oublier, je vous remercie infiniment d'être abonné à ma chaîne. Bien sûr, si ce n'est pas le cas pour vous, merci de le faire. Ça aide la chaîne à se faire connaître et apporter de l'aide à des milliers de personnes qui ont besoin de ce type de contenu. Notre économiste, c'est Thomas Robert Malthus. C'est un économiste britannique né le 13 février 1766 et mort le 29 décembre 1834. On va d'abord voir quelques éléments qui relèvent de la vie de Malthus. Malthus est le deuxième enfant de ses parents, Daniel Malthus et Henriette Graham.
Daniel Malthus est un riche propriétaire foncier et aussi un ami proche de David Hume, le philosophe et économiste écossais. Il était proche aussi de d'autres philosophes comme Jean-Jacques Rousseau par exemple. On peut dire que son père avait des ambitions intellectuelles et entretenait des relations avec des personnalités importantes au niveau littéraire et en philosophie. Il était par exemple en correspondance avec Voltaire. Malthus fait ses études auprès de percepteurs amis de son père, puis en 1784, il entre au Jésus College de Cambridge où il a étudié les mathématiques et les sciences. En 1797, il devient pasteur. Il publie d'abord d'une manière anonyme Essai sur le principe de la population. Ce livre est considéré à son époque le plus important livre sur la population. Ce livre connaît à l'époque un immense succès et déclenche de nombreuses polémiques. Je reviendrai sur les idées principales de Malthus abordées dans son livre. Malthus se marie en 1804 et un an plus tard, il devient professeur d'économie politique, un poste qu'il va occuper toute sa vie. Il était proche de David Ricardo qu'il a rencontré la première fois en 1811. Malthus a écrit plusieurs fois son livre à des dates différentes qui est traduit en 1823 en français. Et ce livre va avoir également plusieurs éditions en français. Malthus a écrit d'autres livres comme Les principes d'économie politique en 1820, Définition en économie politique en 1827, La valeur en 1823, L'offre des biens en 1825. Mais le livre le plus célèbre qu'on garde de lui, c'est celui qui traite le rapport entre la population et la production, car c'est un livre qui va à l'encontre des idées les plus célèbres comme celle de Condorcet, qui croit par exemple que le progrès n'a pas de limite. Et dans ce livre, l'idée principale qu'on retient de Malthus, c'est le lien qu'il fait entre la progression de la population et celle de la production. Pour Malthus, la population augmente de façon exponentielle ou bien géométrique. C'est quand par exemple 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Alors que de l'autre côté, la production ou bien les ressources ne croissent que de façon arithmétique, c'est-à-dire d'une manière linéaire. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Malthus meurt le 29 décembre 1834 à la suite d'une crise cardiaque. C'est-à-dire que si on représente ces données, ces deux progressions graphiquement, on va avoir une augmentation de la population qui va suivre cette allure et une augmentation de la production ou bien des ressources qui suit cette allure. À titre d'exemple, ici on a une fonction de nature géométrique, comme par exemple x au carré. Et là, vous avez une fonction arithmétique, genre 2 fois x. Sur l'axe des abscisses, on a le temps et là, on a la valeur. Et donc, l'analyse de Malthus consiste à dire qu'à un certain moment, en fait, il y aura plus de la population que des ressources qui permettent de nourrir cette population. Car l'augmentation des ressources ne suit pas le même rythme de croissance que l'augmentation de la population. Alors, bien sûr, à cette époque-là, on voyait des ressources sous forme des produits agricoles principalement. Mais ce qui s'est produit par la suite, c'est la révolution industrielle qui n'a pas donné raison à Malthus et qui a permis de passer à un autre stade de ressources beaucoup plus important que la croissance de la population. J'aborderai maintenant les principales autres idées de Malthus. Je vais vous présenter maintenant les principales idées de Malthus. En fait, cet économiste britannique appartient à l'école classique et adopte à peu près la même ligne de pensée que Adam Smith et Ricardo. Il se rapproche plutôt des idées d'Adam Smith que de David Ricardo. Je vous présente donc les principales idées de Malthus. L'idée principale de Malthus qu'on retient de lui, c'est celle-là. Le pouvoir multiplicateur de la population est infiniment plus grand que le pouvoir de la terre de produire la substance de l'homme. En fait, pour Malthus,
la population augmente d'une manière exponentielle ou bien géométrique et la production augmente d'une manière linéaire ou bien arithmétique. Et si je rejoins les deux graphiques, on va avoir à un certain moment une progression de la population qui dépasse largement la progression de la production. Et donc on va avoir un problème à nourrir toute la population qui croît d'une manière géométrique. Mais heureusement, l'histoire ne lui a pas donné raison, surtout avec la révolution industrielle par la suite, qui a fait en sorte que la production explose à l'international. Plusieurs auteurs contestent fermement cette affirmation, comme par exemple le cas de cet économiste Mark Blogg, un économiste britannique, qui dit que la théorie de Malthus ne sont pas et n'ont jamais été valides empiriquement. Et parmi les solutions que Malthus propose, c'est de réguler un petit peu les naissances et jouer également sur des règles par rapport à la contraception et au mariage. Et ces moyens les qualifient d'artificiels et non pas naturels. Car pour Malthus, il y a également tout ce qui est d'ordre naturel. Là, il parle du mariage, c'est une citation de Malthus. Il est pour un mariage tardif et plus de chasteté jusqu'au mariage. Là, on est à la fin du XVIIIe siècle. Alors tout ça, ça relève en fait des moyens artificiels que Malthus propose, mais il y a aussi ce qui est d'ordre naturel, et dans ce cadre, il regarde aux catastrophes naturelles comme des régulateurs de la croissance de la population, qu'on ne peut pas contrarier. Bien. À part ça, Malthus adopte en fait une vision assez similaire de celle de Keynes, qui viendrait bien sûr après lui, et c'est Keynes qui va s'inspirer de la philosophie en fait de Malthus en quelque sorte. Je vais vous lire ce passage de Malthus. La première chose dont on ait besoin, c'est une demande effective de produits, c'est-à-dire une demande faite par ceux qui ont les moyens et la volonté d'en donner à un prix suffisant. En fait, pour bien saisir cette logique, pour Malthus, c'est la demande qui crée l'offre et non pas l'inverse. Quand il y a une demande sur le marché, l'offre va suivre et se créera par la suite. En fait, pour lui, c'est la demande qui explique l'existence de l'offre et non pas l'inverse. Comme l'affirme par exemple Jean-Baptiste Say, qui affirme avec sa loi dite de Say que l'offre sur le marché crée la demande. C'est-à-dire que si on a de l'offre sur le marché, cela va créer une demande sur le marché et non pas l'inverse. Car pour cet auteur, les marchandises s'échangent entre elles avec la monnaie comme intermédiaire, mais ce qui crée l'échange en fait, c'est les biens sur le marché. Et donc, plus on produit de biens, plus il y aurait d'échanges et donc plus de demandes. C'est ça le principe de la loi de débauché de Jean-Baptiste Say, et qui s'oppose à la demande effective de Malthus. Et donc Malthus conteste la proposition centrale de la loi de Say, l'offre de produits est une demande simultanée de produits. Bien, on passe à autre chose. Pour Say, en fait, il soutient le principe de la demande effective, c'est-à-dire une demande faite par ceux qui ont les moyens et la volonté d'en donner un prix suffisant. Et dans ce cadre aussi, il pense que l'épargne et l'accumulation du capital ne peuvent suffire à stimuler la production. Car pour lui, pour investir, il faut qu'il ait déjà une demande sur le marché. Donc on ne peut pas produire davantage s'il n'y a pas une quantité demandée sur le marché supplémentaire. Par rapport au prix, Malthus adopte la même vision que Adam Smith, c'est-à-dire la notion de prix naturel, c'est-à-dire en d'autres mots que le prix n'est pas expliqué simplement par le travail nécessaire pour la production d'une marchandise, mais ça doit correspondre à tous les facteurs de production ou bien à la rémunération des différents facteurs de production, à savoir les salaires, les profits et éventuellement la rente. Je vais voir sa dernière idée. Malthus considère que l'épargne ne stimule pas l'investissement, car l'investissement n'est pas une fin en soi, il n'est effectué que s'il existe une demande suffisante pour les biens produits. Et voilà globalement les idées principales de Malthus. Je passe maintenant à la présentation d'un autre économiste que l'histoire a bien retenu. Je vais aborder un autre économiste important, à savoir David Ricardo. Attendez, je pense que je peux trouver une photo de lui ici. Ah, la voilà.
C'est un économiste britannique né le 18 avril 1772 à Londres et mort le 11 septembre 1823. Alors, avant d'aborder la valeur ajoutée de sa pensée en économie, on va voir un peu quelques éléments de sa vie personnelle. David Ricardo est le fils d'un agent de change juif d'origine portugaise qui vivait avant sa naissance à Amsterdam. Elle est venue s'installer à l'Angleterre par la suite, avant la naissance de David Ricardo. Elle est formée très tôt à la conduite des affaires et son père l'associe très rapidement à l'âge de 14 ans à ses différentes activités et donc il s'est habitué à d'importantes responsabilités très tôt dans sa vie. Mais là où il va avoir un grand problème dans la famille de David Ricardo, c'est le moment où il va se marier avec la fille d'un Quaker à l'âge de 21 ans. C'était en 1793, car son père s'opposait à ce mariage et donc le chassait de la maison familiale et l'écartait de ses affaires. L'épouse de David Ricardo est Quaker. Mais ça veut dire quoi, Quaker? I would say from its beginning, Quakerism was rooted in Christianity. But it wasn't necessarily the same kind of Christianity that was surrounding it. Ok, merci monsieur pour la définition. Il s'agit donc d'un mouvement religieux fondé en Angleterre, issu principalement du christianisme. Mais David Ricardo, après avoir été écarté de la maison familiale, va entamer une brillante carrière comme agent de change et construire une fortune qui dépasse celle de son père. David Ricardo a commencé à s'intéresser à l'économie politique à la suite de sa découverte de la richesse des nations, le livre d'Adam Smith en 1799. Donc il était très influencé par la philosophie d'Adam Smith et avec son sens des affaires, il a pu apporter à la réflexion d'Adam Smith d'importantes nouvelles idées. David Ricardo a écrit la première fois en 1809 un article en économie politique au sujet de la dépréciation de la livre sterling à l'époque et David Ricardo justifiait cette dépréciation par le fait que en 1797 en Angleterre, on a arrêté la convertibilité des billets au nord et donc il y avait une émission excessive de billets par la Banque d'Angleterre. C'est bien ce qu'on appelle actuellement la planche à billets. Non, ce n'est pas à billets, mais à billets. Voilà. Et David Ricardo, dans cet article qu'il a publié anonymement, a souligné la dangerosité de cette pratique. Après, il publiera d'autres articles, principalement sur le même sujet de la dépréciation de la monnaie. Son travail comme agent de change lui permet d'être suffisamment riche pour prendre sa retraite très jeune à 42 ans, en 1814. Il a eu également une vie politique au Parlement britannique où il était député à partir de 1819. Il y reste jusqu'à 1823, l'année de sa mort. Par rapport à ses principales publications, on peut noter Essai sur l'influence des bas prix du blé sur les profits du capital, publié en 1815. Mais son ouvrage le plus célèbre, Des principes de l'économie politique et de l'impôt, publié en 1817. C'est dans ce livre que David Ricardo développe ses principales idées économiques. C'est bien ce qu'on va voir dans la suite de ses cours. Je vais aborder maintenant les différentes idées de David Ricardo. D'abord, David Ricardo appartient à l'école classique en économie et il s'est inspiré pour développer ses idées des travaux d'Adam Smith. Tout d'abord, il s'est fait connaître après ses différents articles autour de la dépréciation de la monnaie britannique à l'époque. Au début du 19e siècle, la monnaie britannique perd de sa valeur. Et David Ricardo insistait sur les erreurs de la banque britannique à l'époque et surtout le fait de suspendre la convertibilité de la monnaie en or en 1797. Et cela à l'époque a donné le feu vert en fait à la banque britannique d'imprimer énormément de billets et augmenter la masse monétaire en circulation. Et David Ricardo était parmi les premiers à mettre en garde contre cette pratique qui n'est pas saine au niveau économique. Et dans ce cadre, David Ricardo dit dans ce sens, je cite, « Nous sommes donc en droit de conclure que c'est l'excès, alors de là en deux mots, de la quantité de billets mis en circulation par la banque qui a provoqué, là aussi en deux mots, cette différence de la valeur relative, ou en d'autres termes, cette dépréciation de la valeur effective, la même cause qui a entraîné une différence de 15 à 20%
entre les billets de la banque et l'or en lingots pourrait porter cette différence à 50%. Il ne peut y avoir aucune limite à la dépréciation qui risque de résulter d'une augmentation constante de la quantité de papier. On voit clairement chez David Ricardo ce lien direct qu'il fait entre la quantité de monnaie en circulation et la valeur de la monnaie. Et pour David Ricardo, si on continue encore à augmenter la masse monétaire en circulation, la dépréciation de la monnaie peut continuer même sans limite. Et cette idée de David Ricardo va être développée davantage par d'autres économistes, comme Erwin Fischer par exemple, qui va la développer dans une formule mathématique M fois V égale P fois T. C'est bien ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. M, c'est la masse monétaire, V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie, P, c'est le niveau général des prix, et T, c'est la quantité de biens et services en circulation. Et pour Erwin Fischer, on a un lien direct entre la masse monétaire et le niveau général des prix. C'est-à-dire que si on augmente la masse monétaire, le niveau général des prix augmentera également. Et cela se traduit par ce qu'on appelle l'inflation. Et l'inflation en général n'est rien d'autre que la dépréciation de la valeur de la monnaie. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat de la monnaie diminue. Et ce que reprochait David Ricardo à la Banque d'Angleterre à l'époque, c'est bien ce que de nombreux économistes reprochent actuellement à la BCE, la Banque Centrale Européenne, et à la Fed américaine également. Car leur politique depuis la crise de 2008 consistait à augmenter la masse monétaire par les différentes politiques mises en place. Et donc, certains économistes actuellement explique cette inflation qu'on connaît aujourd'hui par ces politiques monétaires mises en place par les banques centrales. Je vais vous présenter plus tard les idées de Erwin Fischer, mais pour le moment, je reviens à cette idée de la théorie de la valeur chez David Ricardo. Chez David Ricardo, on va avoir cette notion d'origine de la valeur travail, à savoir que les marchandises, en fait, ou bien la valeur des marchandises, est déterminée par la quantité de travail nécessaire pour les produire. Mais rappelez-vous que Adam Smith s'est écarté un petit peu de cette notion de valeur travail, car il y a un vrai problème d'adopter cette notion alors qu'il n'y a pas qu'un seul facteur de production, à savoir le travail. Mais il y a aussi le capital et la terre. Et toute la réflexion de David Ricardo consiste à garder cette définition de valeur travail pour expliquer l'origine de la valeur des marchandises et répondre au même temps aux problèmes rencontrés par Adam Smith, à savoir intégrer le capital et la terre dans cette théorie de valeur travail. Pour David Ricardo, la valeur des marchandises, en fait, peut s'expliquer par le travail nécessaire pour les produire. Et ça représente en fait la valeur absolue des marchandises. Et pour lui, il ne faut pas confondre entre la valeur absolue d'une marchandise, qui peut s'expliquer par le travail nécessaire pour la produire, et la valeur d'échange qui s'exprime sur le marché. À savoir tout simplement le prix auquel les marchandises se vendent, s'échangent sur un marché. Et cette valeur d'échange, c'est bien ce qu'il appelle la valeur relative des marchandises. Pour David Ricardo, la valeur absolue des marchandises, ou bien la quantité de travail incorporée dans les marchandises, peut expliquer la valeur relative des marchandises, c'est-à-dire leur valeur sur le marché à laquelle elles s'échangent. Et dans ce cadre, comme Adam Smith, David Ricardo sépare entre ce qu'on appelle le prix naturel et le prix courant. Le prix naturel des biens, ça reflète la valeur absolue qui vient de la quantité du travail nécessaire pour la production d'une marchandise, et le prix courant n'est rien d'autre que la valeur d'échange des marchandises. Et la détermination de ce prix courant, ça s'effectue à travers la loi de l'offre et de la demande. Et les différents prix qui s'expriment sur le marché gravitent autour de leur prix naturel, qui représente la valeur absolue des marchandises. Mais cette tentative d'avoir une référence absolue pour déterminer la valeur des biens pose plusieurs problèmes, quand par exemple les quantités de travail ne sont pas homogènes. Par exemple, la production de deux biens différents qui nécessitent, on va supposer, la même quantité de travail ne donne pas forcément deux valeurs égales.
Et David Ricardo, pour contourner un peu cette difficulté, ramène cette différence à la rémunération de chaque type de travail. Et dans ce cadre, il dit que si la journée d'un ouvrier en bijouterie vaut plus que celle d'un ouvrier ordinaire, cette proportion reconnue et déterminée depuis longtemps conserve sa place dans l'échelle des valeurs. On voit dans ce raisonnement la difficulté de ramener les valeurs des marchandises à la quantité de travail nécessaire à leur production. Mais d'après cette explication de David Ricardo, la référence absolue de la valeur des marchandises n'est pas la quantité du travail, mais bien la rémunération du travail, à savoir les salaires. Mais à part ça, le vrai problème rencontré par cette théorie de la valeur travail, c'est la rémunération des capitaux. Et même dans ce cadre, David Ricardo va reconnaître après l'écriture de son livre cette difficulté d'intégrer le capital dans la détermination de la valeur. Dans une lettre adressée à un ami, dans laquelle il écrit « Je pense parfois que si je devais réécrire le chapitre sur la valeur qui est dans mon livre, j'admettrais que la valeur relative des marchandises est déterminée par deux causes au lieu d'une seule, à savoir par les quantités relatives de travail nécessaires à la production des marchandises et par le taux des profits dû pour l'immobilisation des capitaux jusqu'au moment où les marchandises sont portées au marché. Mais après le capital, il y a également la rente chez David Ricardo, qu'il définit comme étant une portion du produit de la terre que l'on paye aux propriétaires pour avoir le droit d'exploiter les facultés productives, originelles et impérissables du sol. Je ne vais pas m'attarder sur cette notion de rente, je vais voir l'idée la plus célèbre chez David Ricardo qu'on retient de lui, c'est celle de la théorie des coûts comparatifs. David Ricardo développe sa théorie des avantages comparatifs. La théorie des coûts comparatifs de David Ricardo présente des arguments mathématiques favorables au libre-échange international. Je vais vous présenter dans ce tableau l'idée principale de David Ricardo à travers sa démonstration des coûts comparatifs. Ce tableau présente la production de deux biens par deux pays différents. Le Portugal et l'Angleterre. Les biens en question, c'est le vin et les draps. Le Portugal, pour produire X litres du vin, a besoin de mobiliser 80 travailleurs. Et pour la même production, l'Angleterre mobilisera 120 travailleurs. Et par rapport à la production des draps, le Portugal a besoin de 90 travailleurs et l'Angleterre 100 travailleurs. Donc, vous voyez bien à travers cette présentation que le Portugal est avantagé parce qu'il a besoin de moins de travailleurs pour la production de chacun des deux biens en question. Pour la production du vin, n'a besoin que de 80 travailleurs au lieu de 120 pour l'Angleterre, et pour la production des draps, n'a besoin que de 90 travailleurs au lieu de 100 pour l'Angleterre. Alors d'après cette présentation, si on se base sur ce qu'on appelle les avantages absolus de Adam Smith, il n'y a pas intérêt entre ces deux pays de faire la spécialisation et procéder à l'échange par la suite. Or, pour David Ricardo, même dans cette situation, il pourrait être profitable pour les deux pays de se spécialiser s'ils possèdent des avantages comparatifs ou bien relatifs. Et dans ce cas précis, par exemple, ils peuvent se spécialiser là où ils sont moins mauvais par rapport à l'autre. Donc, l'Angleterre va se spécialiser dans la production des draps et le Portugal dans la production du vin. On va voir dans cette situation ce qui va se passer. Pour simplifier ces chiffres, on va dire qu'on va produire 1/10 de cette quantité-là. Donc, on va diviser tout par 10, ce qui donnera ce joli tableau. Pour visualiser cette logique, on va mettre des travailleurs dans les cases. Dans le cas où le Portugal se spécialise dans la production du vin, il peut mobiliser les travailleurs qu'il a dans la production des draps pour produire du vin. Donc, il aura besoin de 8 travailleurs de plus pour produire 2 fois la même chose pour le Portugal et pour l'Angleterre. Ce qui fait que le Portugal va gagner la force du travail d'un travailleur. On va mettre de côté. On fait pareil pour l'Angleterre, elle va produire 2 fois la même chose par rapport aux draps pour elle et pour le Portugal. Et donc, on va mobiliser des travailleurs de plus pour la production des draps. Ce qui fait que l'Angleterre gagnera la force de travail de 2 travailleurs. On va mettre de côté également. Et donc la logique est là,
Avec la spécialisation, on va gagner la force de travail de 3 individus, ce qui signifie que l'emploi de ces individus va produire davantage. Et donc, la logique de cette démonstration est de dire que avec la spécialisation, on va produire davantage malgré qu'il n'y a pas d'avantage absolu pour la production de l'un ou l'autre bien dans le deuxième pays, à savoir l'Angleterre. Jean-Baptiste Say est un économiste français considéré comme l'un des économistes classiques, mais qui a apporté des idées très originales par rapport aux autres économistes. Et sa pensée en économie peut apporter la contradiction à pas mal d'économistes comme Karl Marx par exemple, ou bien John Maynard Keynes. Je vais vous expliquer par la suite en quoi Jean-Baptiste Say est différent par rapport à ses auteurs par sa manière de voir le fonctionnement de l'économie. Bien, avant d'aborder ces idées, j'aimerais bien commencer d'abord par présenter quelques éléments de sa vie. Jean-Baptiste Say, né le 5 janvier 1767 à Lyon. Issu d'une famille protestante, il est l'aîné de 4 enfants. L'un de ses frères, lui Auguste, est un économiste comme lui. Il publiera un ouvrage intitulé « Études sur la richesse des nations ». Mais il n'a pas eu autant de succès que son frère Jean-Baptiste Say. À l'âge de 18 ans, il est envoyé en Angleterre avec l'un de ses frères pour compléter sa formation. Après 2 ans, il retourne à Paris en 1787 et puis il est employé à la banque à l'âge de 21 ans par Étienne Clavière qui deviendrait par la suite ministre des Finances. Et c'est lui qui lui fera découvrir la richesse des nations d'Adam Smith. Et à l'époque, il s'intéresse à la littérature, mais également aux idées révolutionnaires. Il se marie en 1793. Une année après, il a un fils, Horace Émile, qui sera par la suite président de la Chambre de commerce de Paris. Il commence à manifester un intérêt à l'économie politique en 1799 en participant à un concours. Il écrit un essai, publié 1 an plus tard, intitulé « Essai sur les moyens d'améliorer les mœurs d'une nation », où il insiste sur l'importance de l'éducation du peuple et de ses dirigeants. Par la suite, il développe ses idées dans un traité d'économie politique qui sera publié en 1803. Ce livre va être réédité plusieurs fois et avec son succès, il sera traduit en plusieurs langues. Il publiera par la suite d'autres livres comme le catéchisme d'économie politique et puis à partir de 1816, il devient professeur à l'Athénée, un établissement parisien à l'époque d'enseignement supérieur privé. Ces cours seront publiés par la suite sous le titre « Cours complet d'économie politique pratique ». Il devient de plus en plus célèbre en Europe et aux États-Unis et il était en correspondance avec plusieurs économistes à l'époque comme Adam Smith, Malthus et Ricardo. Il est mort en 1832, mais ses œuvres et son apport original en économie politique continuera d'avoir le succès après sa mort. Je vais vous présenter maintenant ses principales idées en économie politique. Quelles sont les idées principales de Jean-Baptiste Say en économie ? Tout d'abord, avant d'aborder les idées de Jean-Baptiste Say, je vais vous donner une situation imagée qui va vous faire comprendre sa vision de l'économie, mais aussi la vision de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, principalement Karl Marx et John Maynard Keynes. Vous avez la poule et vous avez l'œuf. La question est la suivante. Qu'est-ce qui est apparu en premier, la poule ou l'œuf ? Sachant que la poule donne naissance à l'œuf et l'œuf donne naissance à la poule. Vous pouvez ajouter votre réponse en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Cette situation, c'est bien ce qu'on appelle le paradoxe de l'œuf et de la poule. Mais quel rapport tout cela peut avoir avec l'économie ? Vous avez ici l'œuf fait un effort pour pondre un produit qui est cet œuf. Et l'œuf fait vivre l'espèce en donnant naissance à d'autres poules. Là, vous avez en quelque sorte un petit circuit économique. Sauf qu'en économie, au lieu d'avoir ici des poules, on va avoir les ménages. Et au lieu d'avoir ici l'œuf, on a les entreprises. Donc, vous avez ici les ménages fournissent du travail à l'entreprise et l'entreprise, avec ça, produisent des biens et services que les ménages vont acheter pour vivre et augmenter leur bien-être. Alors là, ce schéma, ce petit circuit économique représente la base, la cellule principale de l'économie.
Sans ces échanges qui se passent entre ces deux agents économiques, il n'y aurait pas d'économie et cette circulation de la valeur entre les entreprises et les ménages, c'est bien ce qui crée de la croissance économique. Et la question que les économistes se posent, c'est de savoir qui explique quoi, qui précède quoi, qui est à l'origine de cette croissance économique. En d'autres termes, est-ce que c'est grâce au travail des ménages que cette croissance peut démarrer à avoir lieu ? Ou bien c'est grâce à l'offre des entreprises que ce circuit économique peut avoir lieu et donc une croissance économique. Avec d'autres mots, est-ce que c'est l'offre des entreprises qui crée la demande sur le marché et donc une croissance économique? Ou bien c'est l'inverse, c'est la demande des ménages qui crée l'offre et donc une croissance économique? La réponse, bien sûr, ne peut pas être catégorique, mais la plupart des économistes se rangent dans ce côté-là de la demande. Et dans ce cadre, on trouve spécialement John Maynard Keynes qui parle de la relance économique par la demande, mais une demande macroéconomique au niveau global de l'économie, effectuée par tous les agents économiques. La demande des ménages, c'est la consommation, celle des entreprises, c'est l'investissement, l'État, c'est les dépenses publiques, etc. Donc, pour Keynes, par exemple, il faut agir sur la demande pour générer une croissance économique. Alors, parmi les économistes exceptionnels qui n'ont pas cette vision des choses, c'est Jean-Baptiste Say. Pour lui, l'origine de la création de richesses et des échanges, c'est bien l'offre et non pas la demande. C'est-à-dire que c'est l'offre qui crée la demande et non pas l'inverse. Je vais vous expliquer en détail cette vision parce que c'est une vision marginalisée par les économistes et malheureusement, elle n'a pas pris beaucoup de place dans la doxa du monde économique actuel. Ce qui est plus connu et adopté par les institutions officielles pour stimuler la croissance, c'est surtout la pensée de John Maynard Keynes qui se trouve du côté de la demande. En règle générale, quand on parle de la demande, on parle de l'argent. On parle en d'autres termes de la masse monétaire multipliée par la vitesse de circulation de la monnaie. C'est la monnaie véhiculée dans le circuit économique par la demande. Et quand on parle de l'offre, on parle des produits fabriqués par les entreprises, évalués par leur prix sur le marché. Et tous les économistes essaient d'expliquer en fait la croissance économique par ces paramètres-là. C'est-à-dire se demandent si on augmente la monnaie en circulation, à quel point cette augmentation va générer plus d'offres. Et ce côté-là, on va avoir des divergences entre les keynésiens, les classiques, etc. Mais pour Jean-Baptiste Say fait exception dans cette analyse et croit que c'est ça en fait qui provoque ça et non pas l'inverse. C'est-à-dire, pour lui, il faut agir sur l'augmentation de l'offre sur le marché pour provoquer une augmentation de la demande. Et pour Karl Marx, par exemple, il se trouve ce côté-là de la demande. Pour Marx, c'est grâce au travail des ménages que cette offre existe. Et donc, toute cette valeur créée doit revenir en salaire aux ménages. On est dans une vision très radicale où on va justifier le peu d'intérêt qu'apportent les entreprises en économie, voire son absence totale. Mais dans le cadre de son analyse, lui, il va utiliser d'autres termes. Ici, on parle de capitaliste et là, on parle de prolétaire. Et cette idéologie de Marx a été entretenue par plein d'auteurs par la suite et qui a provoqué au travers l'histoire plein de mouvements sociaux pour réaliser ce rêve de mettre fin à cette classe sociale et rendre justice à ces pauvres prolétaires exploités. Mais certainement d'autres visions économiques n'ont pas eu la chance d'être entretenues et reprises par d'autres économistes pour avoir leur place dans les différentes politiques économiques prises actuellement. Alors la contradiction que Jean-Baptiste Say apporte au marxisme par exemple, c'est de dire par exemple que celui qui crée de la richesse, ce n'est pas le travail des prolétaires, mais plutôt les idées des entrepreneurs. Et c'est tout à fait logique, ce n'est pas le travail en soi qui crée de la valeur, mais plutôt il y a quelque chose qui précède le travail de ces prolétaires, c'est l'idée du travail. Et l'idée du travail se trouve du côté de l'offre et non pas de la demande. C'est-à-dire que avant d'engager un travailleur à produire quoi que ce soit, il faut penser à l'utilité de ce qu'il faut produire. Et pour Jean-Baptiste Say, malgré qu'il est classé dans l'école classique, il se démarque par rapport aux autres économistes comme David Ricardo et Adam Smith principalement, en justifiant la valeur des biens par leur utilité et non pas par le principe de valeur travail.
En fait, les économistes qui sont du côté de la demande parlent globalement de la valeur travail et les économistes qui sont du côté de l'offre, qui sont très rares, parlent plutôt de la valeur utilité. Et c'est bien logique, en fait, c'est l'utilité qui justifie la valeur des biens. Et pour produire quelque chose d'utile, il faut faire appel aux idées des entrepreneurs. Pour Jean-Baptiste Say, les entrepreneurs doivent avoir une place très importante en économie. C'est pour ça que si on regarde actuellement les entreprises qui dominent le marché mondial, sont des entreprises qui apportent une utilité, une valeur ajoutée sur le marché. Et toute la difficulté est là. Il ne suffit pas d'avoir du travail pour créer de la valeur, mais d'abord, il faut avoir l'idée du travail qui va créer de l'utilité sur le marché. Et si on regarde les entreprises qui survivent, c'est celles qui apportent une valeur ajoutée plus que les autres. Comme par exemple Amazon, Apple, etc. Ce sont des entreprises qui focalisent leur attention sur l'utilité à apporter aux consommateurs. Et si on produit quelque chose d'utile, eh bien la demande suivra. Si je prends le cas d'Apple par exemple, cette entreprise n'a pas attendu l'existence d'une demande préalable à leurs produits avant de lancer sa fabrication et le mettre sur le marché. Dans ce cas, on parlerait de la demande qui crée l'offre. Mais ils ont créé leur produit et ce produit a créé lui-même sa demande. Et cette vision, c'est celle de Jean-Baptiste Say. Je vais vous l'expliquer en d'autres mots. Je vais revenir à ce schéma simplifié. Vous avez les ménages offrent du travail aux entreprises. En contrepartie, les entreprises leur payent un salaire. Et avec ce salaire, les ménages achètent les biens et services produits. Et en contrepartie, les ménages payent ces achats. Alors, ce qu'on appelle la loi de Say, ou bien la loi des débouchés, c'est que l'offre crée sa propre demande. Alors l'explication la plus courante de cette loi est la suivante. Les entreprises vont produire plus de biens et services sur le marché. Et pour cela, ils vont faire appel, entre autres, au travail des ménages. Et donc ces ménages vont recevoir un salaire par rapport à ce travail. Et ce salaire va servir aux ménages à acheter principalement les biens et services produits. Et ce qui est épargné par les ménages va revenir aux entreprises pour produire davantage. Donc on est parti de l'offre de ces entreprises pour activer cette circulation de la valeur. Mais la réflexion de Jean-Baptiste Say va plus loin que cette simple explication. Mais d'abord, ce que reproche Keynes à Jean-Baptiste Say par rapport à cette explication, c'est que tout ce qui est produit par les entreprises trouvera une demande auprès des ménages. C'est-à-dire qu'on oublie le problème de surproduction. En d'autres termes, pour Keynes, ce salaire qui va être distribué grâce au travail des ménages ne va pas être utilisé forcément pour acheter des biens et services produits par les entreprises. C'est-à-dire que cet argent-là peut sortir de ce circuit économique. Les ménages peuvent le garder par exemple sur le matelas au lieu d'acheter des biens et services. Mais bizarrement, cette même critique que Keynes adresse à Jean-Baptiste Say peut s'appliquer aussi à l'analyse de Keynes. L'argent que les autorités monétaires injectent par exemple pour relancer l'économie peut finir sur les matelas ou dans des coffres et ne circulera jamais dans ce système. Mais ça, c'est une autre histoire, peut-être que j'en parlerai quand j'aborderai Keynes. En fait, l'idée derrière cette loi de Say, c'est que cette monnaie qui circule n'est qu'un voile des échanges. C'est-à-dire que cette monnaie-là ne sert qu'à effectuer des échanges. Et donc, au final, ce qui s'échange, c'est des marchandises contre des marchandises. En d'autres termes, les biens que les entreprises vont produire portent un pouvoir d'achat. Et la monnaie n'existe dans ce circuit économique que pour faciliter ce pouvoir d'achat de circuler. Alors, je vais vous expliquer ça d'une autre manière. Imaginez cette situation. Vous avez deux personnes. La première personne possède une pomme et la deuxième une banane. On va dire par exemple que ce que cherche cette personne-là, c'est une banane et pas une pomme. Et l'autre veut une pomme au lieu d'une banane. Si on suppose que le prix de la banane et de la pomme est la même chose, 50 cents on va dire, et on va supposer que la première personne va acheter la banane à 50 cents et pareil pour la deuxième personne va acheter la pomme à 50 cents de la première personne. Alors, ce que je viens de faire ici, c'est simplement un échange de la pomme contre la banane. Mais dans ce cas, on se pose la question, c'est quoi l'utilité de cette pièce-là
qui s'échange entre les deux personnes. En fait, cette pièce-là n'est rien d'autre qu'un moyen d'échange entre les biens. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette pièce-là, ce qui serait passé, en fait, c'est simplement l'échange d'un bien contre un autre bien. C'est comme si la première personne a acheté la pomme avec la banane et la deuxième personne a acheté la banane avec la pomme. Et donc, puisque les produits permettent d'acheter d'autres produits, eh bien, leur production va créer de la demande. C'est ça, en fait, l'idée principale derrière la loi de Say ou bien de débouché. Si on crée plus de bananes et plus de pommes, eh bien, on crée en quelque sorte un pouvoir d'achat. Et la monnaie, en fait, n'était qu'un intermédiaire entre ces échanges. Voici quelques passages de Jean-Baptiste Say qui résument bien l'essentiel de sa pensée. Quoique l'intérêt personnel se trompe quelquefois, c'est au demeurant le juge le moins dangereux. Alors ici, c'est une position par rapport au libéralisme économique qui favorise la liberté individuelle à l'intervention de l'État en économie. Et dans ce sens, Jean-Baptiste Say pense qu'il n'y a pas mieux que les entreprises pour savoir ce qu'il faut produire ou pas. Car le fait qu'elles visent un maximum de rentabilité, elles vont s'orienter directement à produire ce qui va apporter le plus de bien-être aux consommateurs. Les ventes et les achats se réduisent à des échanges. On n'achète les produits qu'avec des produits. Et il suit de là une vérité bien curieuse, c'est que ce qui favorise le plus la vente d'un objet de fabrique, c'est la production de beaucoup d'autres. La valeur que les hommes attachent aux choses a son premier fondement dans l'usage qu'ils peuvent en faire. Là, on a le principe de la valeur-utilité qui explique l'origine de la valeur d'échange. Et par rapport à la production, il dit n'est point une création de matière, mais une création d'utilité. Pour créer de la richesse, il ne suffit pas de produire n'importe quel bien, mais il faut que ce bien soit bien utile à la société. Un certain risque accompagne toujours les entreprises industrielles, quelque bien conduites qu'on les suppose, elles peuvent échouer. La vente ne va pas parce que l'argent est rare, mais parce que les autres produits le sont. Plus les producteurs sont nombreux et les productions multipliées, et plus les débouchés sont faciles, variés et vastes. On voit donc que le fait seul de la formation d'un produit ouvre dès l'instant même un débouché à d'autres produits. Bienvenue dans cette nouvelle présentation consacrée à John Stuart Mill. C'est un philosophe et économiste britannique du 19e siècle. John Stuart Mill est né le 20 mai 1806 à Londres. Il est le fils aîné de James Mill, un philosophe et économiste proche de Bentham et de Ricardo. Le père de John Stuart Mill lui a donné dès son plus jeune âge une éducation rigoureuse et complète inspirée par les principes de l'utilitarisme de Bentham. Il a appris le grec à l'âge de 3 ans et le latin à 8 ans. Et il a étudié plein d'autres matières comme l'histoire, la physique, l'arithmétique et même la poésie. Il commençait les cours d'économie politique à l'âge de 13 ans. Il a aussi étudié la richesse des nations de Adam Smith et a fait la connaissance avec pas mal d'économistes à l'époque comme Ricardo, Hume et surtout Bentham qui va beaucoup l'influencer dans ses idées. En 1820 et 1821, John Stuart Mill a passé 1 an en France. Il a été invité à l'époque par le frère de Bentham. Pendant ce séjour, il a perfectionné le français, sa connaissance de la littérature française et a suivi des cours de chimie, mais aussi d'autres matières comme les mathématiques, la logique à l'université de Montpellier et sur le chemin du retour, il a passé du temps chez Jean-Baptiste Say. À son retour en Angleterre, Mill a repris ses études et a annoté les principes d'économie politique que son père s'apprêtait à publier. Il a également étudié le traité de législation de Bentham, qui a eu une influence considérable sur sa propre pensée. Il est décédé en 1873 et a laissé derrière lui une œuvre impressionnante et un héritage durable qui continue d'influencer la pensée politique et économique jusqu'à aujourd'hui. Il n'était pas qu'un simple économiste,
mais il était également un ardent défenseur des libertés individuelles et de la démocratie. Pour les principaux ouvrages de John Stuart Mill, on peut noter Principes d'économie politique publié en 1848, Principes du gouvernement représentatif publié en 1861, Sur la liberté 1859, Les limites de l'autorité de l'État sur l'individu 1859, Examen de l'état des relations entre les deux races dans le monde 1869, Les droits et les devoirs de la femme en tant que citoyenne 1869, La liberté et le droit 1874. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'ouvrage principal de John Stuart Mill en sciences économiques, à savoir Principes d'économie politique publié en 1848. Je vais aborder maintenant quelques idées principales de John Stuart Mill en économie. Sa vision globale de l'économie met l'accent sur l'utilité sociale et la justice dans son ensemble. Par rapport à l'utilité sociale, John Stuart Mill soutient que les décisions économiques doivent être prises en tenant compte de leur impact sur la société dans son ensemble et non uniquement sur les individus qui les prennent. En fait, pour lui, chaque décision économique doit prendre en compte les bénéfices et les coûts qui doivent être équitablement répartis sur l'ensemble de la société. John Stuart Mill soutient également que la justice est un élément clé de l'économie et que les inégalités économiques doivent être justifiées. D'après lui, dans ce cadre, il est important de veiller à ce que les individus soient traités de manière équitable, mais aussi que les bénéfices de la croissance économique soient répartis également de manière équitable. Par rapport à l'intervention de l'État, John Stuart Mill soutient que l'État doit intervenir en économie, notamment en mettant en place des réglementations pour protéger les individus et la société contre les abus du pouvoir économique. Mais en même temps, la liberté économique des individus est très importante. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un équilibre entre la liberté individuelle et l'intérêt collectif pour John Stuart Mill. Mais l'idée principale de John Stuart Mill est celle de l'utilitarisme. Le principe de l'utilitarisme est simple. Selon ce principe, l'action la plus juste est celle qui produit le plus grand bien-être pour le plus grand nombre de personnes. Je vous donne un exemple pratique de l'utilitarisme de John Stuart Mill. Supposons que vous soyez un décideur politique qui doit décider si vous allez investir dans un projet de construction d'une nouvelle école dans votre ville. Selon le principe de l'utilitarisme, vous devriez évaluer les différents impacts de cette décision sur les personnes concernées. Si vous pensez par exemple que ce projet d'école permettra d'améliorer l'éducation des enfants, et de leur offrir de meilleures opportunités dans l'avenir, cela pourrait être considéré comme une action juste selon l'utilitarisme de Mill, car cela produirait un bien-être pour un grand nombre de personnes. Par contre, si vous pensez que le projet d'école sera coûteux et qu'il pourrait entraîner des hausses d'impôts, vous devriez également prendre en compte cet impact négatif et peser les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision finale. Et dans le monde de l'entreprise, on peut être amené à choisir entre plusieurs projets. On suppose par exemple que vous avez deux projets. Le premier projet permettrait à votre entreprise de réaliser un bénéfice important, mais il pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement. Alors que le deuxième projet ne rapporterait pas autant d'argent, mais serait respectueux de l'environnement. Alors dans ce cas, selon l'utilitarisme de John Stuart Mill, vous devriez évaluer les différents impacts de ces deux projets sur les personnes concernées et sur la société entière. Si vous pensez que le premier projet produirait un bien-être pour votre entreprise et ses employés, mais qu'il y aurait un impact négatif sur l'environnement et sur d'autres personnes, vous devriez peut-être choisir le deuxième projet, qui produirait moins de bénéfices, mais qui aurait un impact positif sur l'environnement et sur d'autres personnes. En résumé, ce principe de l'utilitarisme soutient que l'action la plus juste est celle qui produit le plus grand bien-être pour le plus grand nombre de personnes. On va voir quelques idées et quelques passages traités dans le livre Principes d'économie politique de John Stuart Mill, publié en 1848.
Je vais vous lire ce premier passage sur la répartition de la richesse chez John Stuart Mill. La société peut soumettre la répartition de la richesse aux règles qu'elle juge les meilleures, mais les résultats pratiques qui vont résulter de l'application de ces règles doivent être découverts comme toute autre vérité physique ou mentale, grâce à l'observation et au raisonnement. Alors c'est un passage très important chez cet économiste. La répartition de la richesse dans une société n'a rien de naturel, mais ça vient principalement des lois, des coutumes, des règles installées dans la société. Et ces règles de répartition peuvent donner lieu des fois à un énorme écart entre les pauvres et les riches. Par rapport à la monnaie, il adopte la même vision que les autres économistes classiques. Dans ce cadre, il dit « La monnaie est un simple dispositif destiné à faciliter les échanges et qui n'affecte pas les lois de la valeur. » Par rapport à sa vision de richesse, il se rapproche plutôt de l'économiste Jean-Baptiste Say. La richesse est simplement la faculté de satisfaire les besoins et les désirs de l'homme. C'est ce que les économistes appellent la puissance d'achat. Là, on s'écarte un petit peu d'Adam Smith et Ricardo par rapport à leur vision de la valeur des biens, qui se rapporte plutôt à l'effort de travail effectué pour les produire. Un autre passage intéressant, les salaires, comme tous les autres prix, dépendent de l'offre et de la demande. En fait, on voit avec la vision de John Stuart Mill qu'on se rapproche des néoclassiques dans sa façon de voir sa notion de valeur qui est liée plutôt à la notion de l'offre et de la demande et surtout à la notion de l'utilité. D'ailleurs, on considère que John Stuart Mill est le dernier économiste de l'école classique. Et juste après, il y a l'école néoclassique qui va avoir une autre approche de l'économie. Un autre passage, la liberté est nécessaire non seulement pour que l'individu puisse satisfaire ses propres besoins et désirs, mais aussi pour qu'il puisse contribuer à la satisfaction des besoins et des désirs des autres. Un autre passage intéressant, le capital est une source de richesse, non pas en tant qu'il est capital, mais en tant qu'il est employé pour produire des biens utiles. Et dans le cadre du commerce international, il se rapproche de David Ricardo. Le principal avantage de la liberté commerciale réside dans le fait qu'elle permet à chaque pays de se spécialiser dans la production de biens pour lesquels il est le plus avantagé et de les échanger contre d'autres biens produits dans d'autres pays. Voilà un peu quelques passages intéressants de John Stuart Mill développés dans son livre Les principes de l'économie politique. L'un des économistes qui a exercé une grande influence au travers l'histoire, aussi bien sur le plan économique que politique et social, c'est Karl Marx. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques éléments de sa vie. Je vous présenterai par la suite une synthèse de son livre Capital. Et puis, pour finir, je vous expliquerai la différence qu'il y a entre Karl Marx et les autres économistes de l'école classique. Karl Marx est né en 1818 à Trèves, en Allemagne. Elle était le troisième enfant d'une famille très grande de 9 enfants. Son père, Heinrich Marx, était un avocat de la haute bourgeoisie juive, tandis que sa mère, Henriette Presburg, était une femme d'origine hollandaise. Karl Marx a étudié la philosophie, la théologie et l'histoire à l'université de Bonn et à l'université de Berlin. Il a été très influencé par les idées de Hegel et de Feuerbach, qui ont joué un rôle important dans sa réflexion sur l'histoire et la société. En 1843, Karl Marx a épousé Jenny von Westphalen. J'espère que je n'écorche pas le nom. C'est une aristocrate allemande. Ils ont eu 7 enfants ensemble, mais la vie de Marx a été ponctuée de difficultés financières et il a souvent été obligé de déménager pour trouver du travail. En 1844, Marx a publié ses premiers écrits importants, publiés dans un journal allemand appelé Rheinische Zeitung. J'espère que je le prononce bien. Ces écrits qui portaient sur la liberté de la presse et la liberté de la conscience ont provoqué beaucoup de polémiques, ce qui a attiré l'attention de l'État allemand et Marx par la suite a été contraint de quitter l'Allemagne pour s'installer à Paris, où il va rencontrer son ami fidèle Friedrich Engels, qui deviendrait plus tard son collaborateur le plus proche.
Ils ont écrit ensemble le livre Le Manifeste du Parti communiste en 1848, qui est devenu l'une des œuvres les plus célèbres de Marx. Dans ce livre, ils défendent l'idée que la révolution communiste est inévitable et nécessaire pour mettre fin à l'exploitation des travailleurs par les capitalistes. Ce livre a eu un grand succès et a été traduit en de nombreuses langues. Il est devenu un texte de référence pour de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde. En 1849, Marx a été expulsé de France et s'est installé en Angleterre, à Londres, où il a passé le reste de sa vie. Il a travaillé comme journaliste et écrivain et a continué à développer ses idées sur la société et l'économie. Il a publié de nombreux autres livres, dont Le Capital, qui est considéré comme son œuvre la plus importante. Karl Marx est décédé en 1883 à Londres, mais ses idées ont continué à avoir une grande influence dans le monde entier. Elles ont inspiré de nombreux mouvements révolutionnaires et ont été mises en pratique dans de nombreux pays, notamment en Union soviétique et en Chine. Bien que Marx soit souvent associé au communisme, ses idées ont également été influentes dans d'autres domaines, spécialement en économie, en sociologie et en politique. Son analyse de la société capitaliste et de l'exploitation des travailleurs a été largement reprise et développée par d'autres penseurs et mouvements politiques. En conclusion, Karl Marx est un philosophe et écrivain allemand qui a eu une influence considérable sur l'histoire et la politique du monde entier. Ses idées sur la révolution communiste et l'exploitation des travailleurs ont été largement reprises et ont inspiré de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde. Mais il est important de noter que les idées de Marx ont été également critiquées et contestées par de nombreux penseurs et mouvements politiques. Certaines personnes considèrent que les régimes communistes ont mené à des violences des droits de l'homme et à des répressions politiques et ont provoqué des drames et des massacres qui resteront gravés dans l'histoire à jamais. Mais aussi, il faut noter que Karl Marx a été interprété de différentes manières et surtout, il faut le lire et le comprendre dans le contexte de son époque. Le livre Capital de Marx est l'un des ouvrages qui ont marqué l'histoire de la pensée économique et politique. La synthèse de ce livre et sa compréhension est très demandée. C'est pour cela que je vais vous présenter d'une manière synthétique les différents éléments de ce livre dans cette vidéo. Bien sûr, ce livre a été publié en 3 volumes, mais ces 3 volumes ont été publiés non pas en une fois, mais à plusieurs dates différentes. Une partie a été publiée après la mort de Karl Marx par son ami Engels. Alors ce livre, en général, il analyse la société capitaliste et ses dynamiques économiques et sociales. Bien sûr, d'une manière à déconstruire cette forme de société. Alors cet ouvrage de Capital est très volumineux. Il se compose de 4 livres, chacun ayant un titre et thème spécifique. Dans le premier livre, on va trouver tout ce qui parle du processus de production du capital. Dans cette partie-là, que je vais vous détailler également, Karl Marx analyse et étudie les conditions de production et de circulation du capital, ainsi que les contradictions qui en résultent. Le deuxième livre de cet ouvrage, intitulé « Le processus de circulation du capital ». Il analyse et étudie la circulation du capital, ses différentes formes et la reproduction des sociétés capitalistes. Et la troisième partie, ou bien le troisième livre de cet ouvrage, traite le processus global de production capitaliste. Parle globalement de la circulation du capital en tenant compte des différentes relations entre les différents pays et les différentes branches d'industrie. Et puis la dernière partie, on a les différentes formes de surtravail, c'est-à-dire un travail qui n'est pas rémunéré subtilement par les capitalistes qui leur donnent ce que Karl Marx appelle la plus-value. Bien, alors on va voir qu'est-ce qu'il y a en détail dans le premier livre de Karl Marx, ou bien dans la première partie de ce livre Capital. On va avoir les éléments suivants. Tout d'abord, Karl Marx va essayer de définir ce qu'il appelle par capital.
Karl Marx définit le capital comme une force sociale de production qui permet globalement à une classe dominante appelée les capitalistes de produire et d'échanger des biens et services en vue de réaliser un profit. Alors pour Karl Marx, ce qu'il désigne par capitaliste, il s'agit de ceux qui possèdent les moyens de production, comme par exemple les machines, les usines, la terre, l'argent, etc. Je ne vais pas trop détailler ici les notions, mais si vous êtes intéressé à un élément ou à un autre dans cette synthèse, n'hésitez pas de l'indiquer en commentaire, peut-être que j'en ferai une vidéo spéciale. Le deuxième point de cette première partie, c'est la théorie de la valeur. Alors dans ce cadre, Karl Marx reprend à peu près les mêmes principes développés par Adam Smith et David Ricardo. Mais il se rapproche plus de David Ricardo que Adam Smith. Dans ce cadre, pour Karl Marx, ce qui constitue la valeur d'un bien, c'est le temps de travail socialement nécessaire pour sa production. Il explique dans cette partie également la distinction entre la valeur d'échange, qui peut s'expliquer par le travail nécessaire pour produire un bien, et la valeur d'usage, qui n'est rien d'autre que l'utilité ou bien la satisfaction qu'on peut retirer d'un bien ou un service. Dans cette partie, ou bien dans ce premier livre du Capital, Karl Marx parle aussi de la plus-value. Et c'est avec cette notion que Karl Marx va parler de l'exploitation du système capitaliste en payant les travailleurs une valeur inférieure à ce qu'ils produisent. Et cette différence entre la valeur produite réellement et la rémunération versée aux travailleurs, c'est bien ce que Karl Marx appelle plus-value. Et ça constitue en d'autres termes le profit des capitalistes. La prochaine partie de ce premier livre du Capital, Karl Marx parle de la baisse tendancielle du taux de profit. C'est une théorie à la base qui vient de David Ricardo et qui consiste à dire que le taux de profit en fait a une tendance à la baisse avec le temps. Et cela provient principalement de la concurrence qui pousse les capitalistes à perfectionner leurs outils, mais qui réduit en même temps leur part de la valeur produite. Car avec ce mécanisme, on aura de moins en moins de travailleurs qui représentent la source principale de la valeur, et donc les profits, selon Marx, vont avoir une tendance à la baisse. Mais cette analyse, et précisément ce point, ne s'est toujours pas produit avec l'histoire, c'est bien l'inverse qui est constaté. Et puis la dernière partie de ce point, développée par Karl Marx dans ce premier livre du Capital, c'est les contradictions du système capitaliste. Pour Karl Marx, il y a des contradictions internes au système capitaliste qui proviennent principalement de l'oppression, de l'exploitation et qui va finir à un moment donné à produire une révolution socialiste qui permettrait de mettre fin au système capitaliste et passer à un autre système qu'il appelle système socialiste ou bien le communisme en d'autres termes, qui est bien le contraire du capitalisme. On va passer au deuxième livre du Capital de Marx, intitulé « Le processus de la circulation du capital ». Et dans cette partie du livre, on va avoir les points suivants. La circulation simple du capital. Dans ce livre, Marx parle de la transformation du capital argent en capital marchandise. En d'autres mots simples, Marx parle ici de la manière que l'argent se transforme en marchandise. Mais pas n'importe quelle marchandise, des marchandises qui permettent de produire. C'est ce qu'on appelle un capital. Et on peut avoir un mécanisme inverse, c'est-à-dire un capital marchandise qui se transforme en capital argent. Et donc ici, dans cette partie, Karl Marx explique que cela est nécessaire pour la reproduction du système capitaliste. Dans la deuxième partie de ce deuxième livre, il y a la circulation du capital argent. C'est-à-dire que Karl Marx, dans cette analyse, il va se concentrer sur les mécanismes et les mouvements du capital sous forme de monnaie. La troisième partie de ce livre deuxième du Capital de Marx détaille la circulation du capital marchandise, c'est-à-dire la transformation des biens de production en biens de consommation, et vice-versa. Et cette circulation est nécessaire pour la réalisation du profit selon Marx. Et puis il parle de la circulation du capital argent-marchandise, c'est-à-dire la combinaison de la circulation simple du capital et de la circulation du capital marchandise.
Et la dernière partie traite les contradictions selon Marx de la circulation du capital. Voilà globalement pour la synthèse du 12e livre du Capital de Marx. Maintenant, je passe à le troisième livre du Capital de Marx intitulé « Le processus global de production capitaliste ». Dans cette partie, Karl Marx va parler de la division internationale du travail, du commerce international, des crises du système capitaliste, de la tendance à long terme du système capitaliste et de la transition vers le socialisme. Alors le premier point parle de la division internationale du travail, c'est-à-dire le fait que dans chaque pays, on va se spécialiser à produire ce qu'on maîtrise mieux par rapport aux autres. Et pour Karl Marx, cette division internationale du travail vient en fait de l'expansion du capitalisme, qui pousse les entreprises à chercher des sources de production moins coûteuses. Pareil pour le deuxième point, c'est la suite. Dans ce point du commerce international, Karl Marx insiste sur son importance dans la reproduction du système capitaliste. Et dans le point suivant, qui parle des crises du système capitaliste, qui peut être provoquée selon Marx par la surproduction, la crise ou les crises financières et la spéculation. Pour Karl Marx, les crises et le propre du système capitaliste, ça provient des contradictions internes au système capitaliste. Dans le point suivant, Karl Marx parle d'une tendance naturelle vers l'expansion du capitalisme à l'international. Et puis le dernier point, la transition vers le socialisme. Pour Marx, ce système porte beaucoup d'injustices en lui et cela peut mener à une révolution socialiste qui va permettre de bouleverser ce système et le renverser vers un système socialiste qui représente une autre forme de société. Je passe à la synthèse du dernier livre du Capital intitulé « Les différentes formes de surtravail ». Il y a une faute ici, sur travail. Dans cette partie du livre, on va avoir les points suivants. La définition de la plus-value qui résulte en quelque sorte d'un salaire inférieur à la valeur produite par les travailleurs. Et cette plus-value constitue la source principale du profit pour les capitalistes. Et donc, il y a exploitation selon Marx des travailleurs dans ce sens. Dans le prochain point, il détaille en fait ce concept de surtravail. Et dans ce cadre, Marx parle de surtravail absolu qui correspond à un temps de travail supérieur à celui nécessaire à la production. Et puis vous avez aussi le surtravail relatif. Et dans ce cadre, on parle en fait d'un travail supérieur à celui nécessaire à la production de la valeur d'un bien ou d'un service. Et puis le prochain point, Marx parle de la dévalorisation du capital, c'est-à-dire la perte de la valeur subie par les machines et les autres biens de production au cours de leur utilisation. Le point suivant, Marx parle des crises économiques. Pour lui, ces crises économiques, en fait, proviennent des contradictions du système capitaliste. Et ces contradictions peuvent mener à terme à une baisse de la production, une hausse du chômage et une augmentation des inégalités sociales. Et puis le dernier point de ce livre parle de la transition vers le socialisme. Et le mot socialisme ici chez Marx, c'est simplement en fait le communisme au sens propre du terme, à savoir mettre fin à la possession en fait des capitalistes de leurs moyens de production et les mettre en commun pour tous les travailleurs. Voilà un résumé du livre du Capital de Marx. Si ça vous intéresse que je développe un point ou un autre dans ce livre, n'hésitez pas de le mentionner et j'essaierai dans la mesure du possible de le faire prochainement. Mais ici à ce stade, globalement, j'aimerais bien vous expliquer en fait la différence qu'il y a entre Karl Marx et les autres économistes classiques comme David Ricardo et Adam Smith. Malgré que ces économistes appartiennent à l'école classique, cependant, leur approche de l'économie est différente. La question principale qui occupait les économistes classiques, c'était de savoir d'où vient la valeur des biens. Et il y avait une ambition qui a commencé avec Adam Smith de traiter cette question d'une manière presque scientifique, c'est-à-dire de trouver de quoi mesurer cette valeur des biens objectivement, comme on fait dans les sciences physiques par exemple, pour mesurer la distance, les mouvements du corps, etc. Oui, j'allais oublier cela. Merci de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore
encore fait. Je reviens à cette question. Ces économistes arrivent à la conclusion que le travail peut constituer la source de la valeur des biens. Cette question de valeur-travail va séduire presque tous les économistes classiques, mais à mon avis, quand on laisse traîner une idée prise par les auteurs les uns après les autres comme presque une certitude, on arrive à un certain niveau où quelqu'un va en faire une vérité absolue. Et l'auteur qui va prendre cette valeur travail comme une certitude absolue, c'est Karl Marx. Toute la réflexion de Karl Marx va se baser sur ce qui donne de la valeur aux biens, à savoir pour lui le temps nécessaire de travail pour les produire. Mais alors, on peut se poser la question, c'est quoi la différence entre Karl Marx et les autres auteurs classiques de l'économie? La différence principale, c'est que les économistes classiques, comme Adam Smith et David Ricardo principalement, essayent d'analyser la société ou bien les comportements des individus pour en déduire des lois naturelles qui expliquent leur comportement. En quelque sorte, ils adoptent une démarche scientifique de l'analyse de la société. Ils analysent ce qui est dans la société, alors que Karl Marx, il analyse ce qui devrait être dans la société, surtout en adoptant cette valeur travail comme une vérité absolue, ce qui l'amène à constater une injustice par rapport à la répartition des richesses dans la société. Il développe tout cela dans son livre Le Capital. Ça lui a pris plus de 20 ans à l'écrire. Il a été publié en 3 livres. Une partie a été publiée de son vivant en 1867 et ce qui reste a été publié par son ami Engels après sa mort. L'analyse de Karl Marx est très simple. Vous avez dans la société 2 classes sociales principales. Vous avez les travailleurs, ceux qui offrent leur force de travail aux capitalistes, et les capitalistes, ou bien les bourgeois, possèdent les moyens de production, l'argent, les usines, les machines, etc. La première classe, on l'appelle les prolétaires, et la deuxième classe, les capitalistes. Et donc, si on accepte que la source de la valeur vient du travail, on va aboutir à la conclusion que ces travailleurs sont exploités par les capitalistes qui n'offrent aucun travail et n'ont que les moyens de production, mais qui réalisent énormément de bénéfices grâce au travail des prolétaires. Et pour Karl Marx, même les moyens de production que les capitalistes possèdent sont le fruit d'un travail précédent. Donc, même cette usine, par exemple, vient de la valeur travail et ce travail provient de la classe des prolétaires. On peut appliquer le même principe pour les autres moyens de production comme cette machine par exemple. Et donc la plus-value ou bien le profit que ces capitalistes empochent, qu'on peut nommer aussi surtravail, doit revenir à la classe des travailleurs. Et donc Karl Marx, avec cette réflexion, arrive à la conclusion que la classe des capitalistes exploite cette classe des prolétaires qui n'ont que leur force de travail pour assurer un petit salaire de quoi vivre et faire vivre leur famille. Et donc, avec cette analyse, on va remarquer que la richesse créée dans la société est injustement répartie entre les classes sociales, ce qui crée entre les 2 classes sociales ce qu'on appelle la lutte des classes. Le but des capitalistes, c'est d'avoir le maximum de profit possible et le but des travailleurs, c'est d'avoir un salaire qui correspond à leur effort de travail fourni. Et donc, cette réflexion mène vers un point final, c'est celui de voir que cette classe des capitalistes ne servent à rien et il faut à la limite s'en débarrasser et mettre tous ces moyens de production entre les mains des travailleurs. En d'autres termes, arriver à une société sans classe. C'est bien ce qu'on appelle le communisme. Mais bien sûr, toute cette réflexion de Marx se base sur un axiome principal qui est la valeur travail. Mais cette question de valeur travail va être lâchée par les économistes après Marx qui vont d'abord reconnaître qu'il n'y a pas de référence absolue ou bien un étalon de mesure pour identifier la valeur de chaque bien. Et puis, ils vont s'orienter à ce qui est plus logique pour justifier la valeur des biens, à savoir leur utilité, tout en admettant que c'est une référence relative. D'abord relative par rapport aux différents biens parce que l'utilité d'un bien est différente de l'utilité d'un autre bien. Il n'y a rien de commun entre l'utilité d'un bien et l'utilité d'un autre bien. Et puis cette relativité est différente d'un individu à l'autre, même pour un seul et unique bien.